Heroes never die. Fire in the hole! Nerf this! Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf 10 Podcast épisode 0. Je suis Raoul Villeroy, mais ce soir je suis Altiron et je suis très heureux de vous accueillir pour cette grande première. Nerf 10, c'est le premier podcast français dédié à l'Overwatch League, un podcast que je présenterai chaque semaine avec mon fidèle allié Loïc Goyet, alias Stuck Logo. Mais bon, on va dire Logo, ce sera plus rapide, hein. Salut Logo. Salut, ça va? Ça va et toi? Nickel, super content de parler Trop de cool, l'Overwatch ouais, League. moi aussi, je suis trop content, on va pas se mentir, j'ai super hâte que cette saison d'Overwatch League commence. Pour rappel, la vraie action, ça va commencer le 11 janvier prochain. Alors c'est le 11 et pas le 10 parce qu'il y a le décalage horaire avec Los Angeles, il sera 1h du matin chez nous. Mais voilà, soyez prêts, ça va être hyper sympa. Et alors nous, de quoi on va parler? Chaque semaine, on va aborder toute l'actualité de l'Overwatch League, on débriefera tous les matchs avec, on l'espère, des invités de la scène e-sport française. On présentera les grosses affiches de la semaine suivante. Bref, pour ne rien rater de cette compétition mondiale, il faudra absolument venir nous écouter. Et sans plus tarder, si tu es d'accord, Logo, on va commencer cet épisode 0 avec une rapide présentation de la compétition. C'est parti! Bon, bienvenue donc dans Overwatch, dans ce premier épisode. On va présenter un petit peu notre sujet. Cet épisode 0, il est aussi possible que vous l'écoutiez pendant la saison, si jamais vous arrivez à un moment où vous vous dites « Allez, je vais suivre un peu de quoi ça parle, je veux voir comment ça fonctionne ». On est là pour ça. Logo, l'Overwatch League, qu'est-ce que c'est? Allez, hop, je te lance dans le bain, tu es parti, débrouille-toi. Alors, l'Overwatch League, qu'est-ce que c'est? C'est la grande ligue professionnelle du jeu vidéo Overwatch, qui est donc un jeu de tir à la première personne, un jeu par équipe. Développé par Blizzard, les célèbres développeurs qui font aussi World of Warcraft, entre autres, j'ai pas besoin, Starcraft 2, si vous avez Starcraft, voilà. Diablo. Et donc Overwatch, pour rapidement présenter, c'est un jeu de tir où on va avoir des personnages qui vont avoir des rôles très différents. On va avoir ce qu'on appelle des DPS qui sont là pour faire les dégâts, pour tuer les ennemis adverses. On va avoir les healers qui sont là pour soigner les autres personnages et les tanks qui sont là pour encaisser les dégâts et protéger l'équipe. Yes, ça c'est moi ça. Toi tu joues quoi d'ailleurs? Je sais même pas. Je suis un peu tout. J'aime bien DPS et puis on dit flex aussi. C'est hyper marrant, j'adore ça. Donc ouais, l'Overwatch League, c'est 12 équipes. 12 équipes réparties en deux divisions Pacifique-Atlantique. On va les présenter un peu plus tard dans le podcast. Pour ceux qui sont un peu fans des sports américains parmi vous, il y en a sûrement. En tout cas, c'est un peu notre cas à nous avec Logo, on le confesse. C'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est des franchises, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, c'est des villes qui sont représentées. Et donc, pour intégrer cette ligue, il fallait envoyer les sous. Hein. C'était entre 20 millions de dollars. Alors, j'ai lu 20 millions de dollars. J'ai lu plus parfois aussi. J'entendais 35 millions selon les villes. Donc, ça dépendrait. En tout cas, évidemment, ces chiffres ne sont pas confirmés par Blizzard. Les dates importantes, mon petit Logo. Le début, c'est donc, on l'a dit, le 11 janvier. Et la fin, les finales, ça va être du 26 au 28 juillet. Et comment ça va se passer exactement la compétition en elle-même, le déroulé de la compétition? Alors en fait, il y a une première phase qui est la saison régulière, qui est elle-même divisée en 4 parties, qu'on appelle des étapes. Ouais. C'est une semaine en gros, hein, une étape, ça va durer une semaine à chaque fois. Non, une étape c'est beaucoup plus long, c'est 4 à 5 semaines. Ah oui, non, oui, pardon, c'est ça, c'est 4 à 5 semaines, ok. Non, c'est 5 semaines, c'est 5 semaines à chaque fois. Oui, donc chaque équipe va en fait dans une étape jouer donc c'est 5 semaines avec 2 matchs par semaine. Ouais, et donc 10 à la fin par phase si vous êtes bon en maths. Et voilà. Et donc chaque match d'une étape va le mener donc à une demi-finale et finale qui est liée à une seule étape, qui va donner des vainqueurs pour chaque étape avec un cash prize à chaque fois de 250 000 $. Ouais. Et chaque match, décorrélé des saisons, va permettre de se qualifier pour les playoffs qui vont donc sacrer le grand vainqueur de l'Overwatch League saison 1 avec un cash prize de 1 million de dollars. $, dont la moitié était aux joueurs
et l'autre moitié pour les franchises. Donc les joueurs vont avoir la moitié à se répartir entre tous, remplaçants comme titulaires d'ailleurs, parce qu'on va voir après, il y aura des remplaçants. Les playoffs, c'est toujours un peu les mêmes principes que dans ces ligues américaines dont on vous parlait, en l'occurrence que le vainqueur de chaque division sera qualifié d'office et que les 4 meilleurs bilans suivants, donc les 3, 4, 5, 6 du classement, seront qualifiés aussi, et on aura des playoffs avec élimination directe et une grande finale à la fin. On va présenter ça un petit peu, on donnera nos pronostics en fin d'épisode. Chaque équipe, on va le présenter un petit peu, il y a entre 6 et 10 joueurs, c'est globalement toutes des équipes issues de la scène e-sport compétitive, pas toutes, on va voir, il y a quelques exceptions aussi, et les joueurs, eux, sont des joueurs pros qui existent depuis longtemps. J'ai trouvé l'information, puisque je la cherchais pendant qu'on préparait ce podcast, il y a une phase de transfert qui est officielle et qui sera entre l'étape 1 et le début de l'étape 3, donc du 11 février au 3 avril, tous ces rosters pourront changer. Donc on part pour l'instant sur des équipes qui sont fixes, ça va changer, il y aura beaucoup de changements et du coup ça va peut-être rebattre un petit peu les forces en présence. On a fait le tour, on va pouvoir commencer à la présentation si tu es d'accord. Allez, let's go. Allez, on envoie pour la première division, la division Atlantique. Capture the objective. Allez, on capture l'objectif, on attaque la division Atlantique avec une première équipe qui sont les Boston Uprising, donc qui sont censés représenter la ville de Boston. Boston Uprising qui sont détenus par le groupe Kraft qui sont également les propriétaires des New England Patriots en NFL, une équipe ô combien victorieuse ces dernières années. À part ça, c'est une équipe qui est pas une structure e-sport, donc on va le voir, c'est un peu différent des autres, et qui ont recruté un petit peu à droite à gauche en fonction de ce qu'ils trouvaient. Déjà, on peut commencer par ça. C'est une stratégie qui forcément ne les avantage pas forcément sur d'autres équipes plus mises en place avant. Oui, forcément, il y a des structures qui ont décidé de reprendre le roster d'anciennes équipes qui jouaient avec des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Là, c'est pas le cas puisqu'on recommence de zéro. Alors, on a quand même su récupérer des joueurs coréens ou américains qui sont quand même connus dans le milieu du e-sport Overwatch. Mais c'est un jeu collectif qui demande une grande expérience et de jouer beaucoup ensemble. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas cette expérience-là et ça peut leur manquer en début de saison et c'est ce qu'on a vu en pré-saison où il y avait quand même encore des automatismes à récupérer et une intelligence de jeu collective qui n'était pas là encore. Surtout, et c'est surtout à ce niveau-là en fait que tu as besoin d'une cohésion de groupe hyper importante. Les résultats, en fait, il y a déjà eu 2 matchs de pré-saison pour toutes les équipes ou presque. En l'occurrence, les Uprising, ils ont joué face à New York et ils se sont inclinés 3-1. Il y a eu quelques fulgurances par moment, mais en fait, en face, l'équipe de New York, on va en parler après, c'est une grosse écurie. Et dès qu'ils se sont mis à jouer, vraiment, c'était trop fort pour Boston. Et il y a eu aussi, pareil, une petite surprise. Ils ont gagné 3-2 face à Shanghai. Mais non, ils n'ont pas gagné en plus. Pourquoi c'est marqué ça sur ma feuille? Ils ont perdu 3-2 face à Shanghai. Toujours non, ils ont gagné. Hein. Ah bon? Alors pourquoi? Je suis trompé par moi-même, c'est terrible. Donc c'est ça, c'est quand même une surprise d'avoir battu cette équipe chinoise. Ils ont quand même été, c'est toi qui vas pouvoir me donner ton avis là-dessus. Il y a eu 2-3 moments un peu de flottement quand même dans ce match-là. Oui, ils ont eu quand même beaucoup de mal à rentrer dans le match. Ils ont gagné la première map, mais derrière, ils ont eu vraiment des grosses difficultés, notamment sur la map Horizon, ou face à Shanghai, qui a sorti une stratégie assez peu conventionnelle, un positionnement qui était pas méta sur cette carte. Ils n'ont pas su trouver des solutions, et c'est vrai que c'est une équipe qui a du mal encore à s'adapter face à l'équipe adverse. Ils sont très très forts sur la dive, qui est quand même la stratégie la plus facile finalement. La plus utilisée en tout cas, qui est encore très méta, mais qui est en train d'évoluer mine de rien. Ouais. Il y a des maps comme Numbani qui est une map vraiment qui profite à cette stratégie de dive où ils ont été très solides et ils ont montré des choses très intéressantes. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, on sent qu'il y a un collectif qui a encore besoin de se former. Les joueurs ont besoin de jouer ensemble. Ils ont des très très belles individualités et surtout ils ont une palette de joueurs qui est assez importante. Ils sont un roster assez complet quand même. Ils sont une dizaine, voire même je crois qu'ils sont une 11 ou 12, quelque chose comme ça. Donc ils ont des solutions.
Ouais. Et donc ils sont une dizaine, ils sont 10. Et donc ça peut leur permettre aussi, au fur et à mesure de la saison, de s'adapter à la méta si le jeu change et que la manière de jouer évolue, qui peut leur être favorable. Très bien. On va quand même présenter, on va pas parler des 10 joueurs parce que ce serait trop long à chaque équipe. On en a retenu 2. Toi, tu en as retenu 2. Alors, vous allez voir, on va surtout parler des DPS à chaque fois. C'est terrible parce que malheureusement, c'est les plus évidents à voir dans des matchs de pré-saison, surtout qu'on n'a pas encore toutes les stats. Il y a une appli qui va sortir en janvier. À ce moment-là, ce sera plus facile d'analyser le rôle des tanks et des heals. Toujours est-il que pour cette équipe-là, tu as retenu 2 joueurs. Oui, la grande star de cette équipe, c'est le joueur coréen Striker, qui est un joueur DPS hitscan. Donc, juste pour rappel, les joueurs hitscan, ça va être des héros qui n'ont pas de trajet. La balle n'a pas de trajet. C'est ça, ça touche sur instantanément, quoi. C'est pas Voilà. c'est comme Pharah, ou c'est l'inverse de Pharah, Lucio, Genji, où par exemple il faut anticiper le mouvement de l'adversaire pour le toucher. Là où vous visez, vous touchez. Donc principalement les héros hitscan, ça va être Tracer, Macri, Soldat 76, Widow aussi qui est beaucoup joué en ce moment, ouais. Et donc c'est un joueur qui est très très fort, notamment sur Tracer, qui est vraiment la star de cette équipe, qui a un niveau très constant et qui est très dans l'agression et qui est assez spectaculaire. Et je pense que voilà, ça va être lui qui est pas forcément le capitaine, mais qui va être le moteur des performances des Uprisings. Ouais. Et le deuxième qu'on a vu, c'est Dream Casper, qui est le DPS également anglais de cette anglais pas du tout, il est américain de cette équipe. Et lui, c'est ce que tu disais, avant le podcast, c'est que pour le coup, il est plus dans les projectiles. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui dans la Overwatch League, de toute façon, il va falloir capable de jouer sur les deux. Et on l'a vu sur Widow, c'était un petit peu moins efficace. Oui, c'est un peu le problème, c'est sur certaines maps où on a encore besoin de double hitscan, et là où Striker va devoir jouer sur sa Tracer, et que Dream Casper prend Widow, il est encore un petit peu limite. Par contre, et ce qu'il a montré pendant les pré-saisons, c'est que il pouvait être très clutch, et notamment avec son Genji ou son Reaper, il pouvait vraiment faire la différence sur quelques teamfights, et c'est un joueur qui est quand même très spectaculaire et qui peut vraiment faire tourner une bataille dans le sens de Boston. Voilà pour les Boston Uprising, donc on vous le rappelle, Striker, Dream Casper, si vous voulez suivre un petit peu des DPS sympas. Deuxième équipe de cette division Atlantique, les Florida Mayhem. Alors les Florida Mayhem, c'est très simple. En l'occurrence, le groupe d'actionnaires qui a recruté cette équipe, ils ont repris le roster de Misfits, l'équipe d'e-sport, qui avait terminé deuxième des Contenders Europe en saison 1. Ils avaient perdu en finale face à Giganti là en octobre dernier, alors qu'ils avaient largement dominé toute la saison. Et donc, c'est étonnamment la seule équipe qui n'a que 6 joueurs dans son roster. Il n'y a aucun remplaçant. Ils ont gardé le même roster joueur pour joueur. Oui, c'est quelque chose qui est très bizarre en fait. On se demandait un petit peu, c'est la première fois qu'on voit des rosters d'Overwatch avec des remplaçants, et on se demande encore un petit peu de voir ce que ça a donné, s'il y a vraiment des joueurs qui vont pas du tout jouer, ou d'autres qui vont jouer qu'un seul type de map. Là, en tout cas, la question se pose pas. Bah non, Il y a que 6 joueurs. Alors c'est une bonne nouvelle dans le sens où ils vont être un peu plus dans la sérénité, c'est-à-dire que les joueurs vont faire leur truc et vont bien le faire. Par contre, ça va leur demander déjà de tous maîtriser des palettes de personnages beaucoup plus importantes. Ouais. Et puis aussi d'être capable de résister à la pression et d'être performant pendant tous les matchs. On sait que les quad maps, c'est des matchs qui sont quand même assez longs, ça peut durer 2 heures. À un moment donné, il y a la pression, il y a la tension qui tourne. Et puis une autre chose très importante aussi, c'est que là, on n'est pas à l'abri de changement de méta, qu'un personnage. C'est ça, le jeu évolue. Voilà, et on ne sait pas si la méta va tourner dans le sens qui les arrange ou pas du tout. Hein. Si à un moment donné, c'est des personnages que les joueurs maîtrisent moins qui sont mis en avant par le jeu, et ça peut être catastrophique pour le reste de la saison. Ouais, donc il va falloir voir. Eux vont sûrement recruter au moment de la phase des transferts après la première phase de la saison. Leur pré-saison, c'est 2 défaites, une défaite face à San Francisco et une défaite 3-1 d'ailleurs face à San Francisco, et 3-1 aussi face à Dallas. À la fin, en plus, tu sens ce moment où ils sont fatigués sur la fin du match. Ils ont pris un full hold sur Numbani, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à capturer le moindre tiers de l'objectif numéro 1.
C'est là aussi où tu sens qu'un peu de changement leur aurait fait du bien. On va C'est quand même c'est quand même des surprises parce que l'année dernière, les Misfits ont été quand même très 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 forts pendant les Contenders. Ouais, en Ils ont plus. quand même explosé tout le monde et on s'attendait à les voir quand même profiter de cette expérience. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Il y a une très grande partie des joueurs qui sont ensemble aussi en équipe nationale suédoise, où ils avaient battu la France Ouais, on s'en souvient, en la match Coupe de d'Europe. classement pendant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Donc on se disait, bah voilà, c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Voilà, ils profitent du fait qu'il y a d'autres équipes qui se sont montées et les joueurs se connaissent pas encore suffisamment bien. Et malheureusement, pour eux, ils perdent. Donc on sait pas trop ce que ça va donner. On a des doutes sur la profondeur de leur roster. Et maintenant, si les 6 joueurs, ils n'arrivent pas à gagner les matchs quand la méta est à leur portée et que les autres équipes n'ont pas assez d'expérience, on se demande ce que ça va devenir pour eux. Enfin, en tout cas, c'est assez inquiétant pour le début de Il saison. va falloir voir ce que donnerait un éventuel rebattage des cartes avec des changements de roster. On va présenter quelques joueurs quand même, que vous puissiez avoir des noms en tête pendant la saison. Il y a un DPS qui est inévitable, c'est Logix, le DPS belge de cette équipe. Lui, c'est un des top DPS. J'ai regardé les classements hier, il était numéro 3 mondial. C'est un DPS qui est capable de faire énormément de choses. Il y a son partenaire aussi, TVIQ, qui est peut-être, tu dis le meilleur DPS européen, c'est pas impossible. En tout cas, l'année dernière, sur les Contenders, il avait montré un très très haut niveau. Et surtout, là où il est très fort, c'est qu'il a une palette de héros qui est absolument incroyable. Il est capable de jouer aussi bien les projectiles que les scans et à chaque fois avec un niveau très élevé. C'est peut-être pas le meilleur DPS européen, mais c'est certainement le plus complet et un des plus spectaculaires. Ça, et dans cette équipe au roster réduit, ça va être hyper important. Moi, il y a aussi Manhattan, le tank que j'aime bien, qui sur la pré-saison a été intéressant. Il arrive à résister, à pas trop mourir. Il envoie de bons ultis sur Diva. Il a fait un bon Rodog et on l'a vu. Rodhog, dont j'oublie le nom en français, du coup c'est terrible. Chopper, merci, qui petit à petit revient un petit peu dans la méta. Là. Il a été pas mal pick pendant la pré-saison, donc ça peut être intéressant de savoir le maîtriser. Voilà pour ces Mayhem donc, de Floride, qui sont l'équipe avec le moins de joueurs de l'Overwatch League pour l'instant. Équipe suivante, les Houston Outlaws. Les Houston Outlaws qui sont détenus par la structure Optic Gaming, le mur vert comme l'appellent ses fans, et qui sont sponsorisés par Neil Libman, qui est le propriétaire des Texas Rangers en baseball, et qui est une équipe très américano-américaine, étonnamment. Il y a beaucoup de joueurs américains, et d'ailleurs c'est l'équipe qui a le plus gros roster américain de toute l'Overwatch League. Oui, et puis en plus, donc ils ont 6 joueurs américains dans le roster, dont 3 qui faisaient partie de l'équipe nationale des États-Unis pendant la Coupe du Monde. Ouais. Et ils ont aussi dans leur roster 4 coachs. Non, je dis n'importe quoi. Ils ont un coach américain et 2 coachs coréens, excuse-moi. C'est ça, ouais. Mais non, c'est une équipe très clairement qui est un peu l'équipe des États-Unis. C'est les petits chouchous. C'est ça, ouais. Ils vont avoir une grosse fanbase. Ouais, d'autant plus que ils ont quand même parmi eux Jake, qui est peut-être le meilleur joueur américain et qui est un très très fort DPS hit scan, qui est très charismatique. Donc, on peut tout de suite les présenter. Les joueurs, je rappelle juste leur performance en pré-saison, c'est qu'ils ont perdu 3-2 face au Fuel de Dallas, donc dans le derby texan. Ce qui était une petite surprise en soi, parce qu'on les attendait peut-être pas à un aussi haut niveau par rapport à Dallas, qui a un gros effectif. Et ils ont perdu 2-1 face au Dynasty. Là, c'est pareil, ils ont réussi à leur arracher une map. Ils ont réussi à faire un match nul qui, du coup, n'a pas compté. C'est pour ça qu'il n'y a que ce score de 2-1 sur 4 maps. Mais voilà, c'était des bonnes performances, étant donné ce qu'on attendait. Oui, c'est une équipe, on sait pas trop ce que ça donne, parce qu'aux États-Unis c'est très fort. Sur les Contenders du USA, c'est des joueurs qui ont performé. Par contre, là, dans Watch League, on a des joueurs qui viennent vraiment de partout du monde, et notamment les équipes coréennes. On s'attendait, par exemple, face aux Dynasty, qui sont parmi les gros favoris, peut-être les favoris, prendre un 3-1 ou un 4-0, mais non, ils ont été quand même très vaillants, très dans l'agression. Ils se sont pas laissés démonter, et c'est une équipe, je pense, qui peut vraiment être très chiante à prendre tout au long de la saison, et qui peut gratter des matchs à n'importe qui. Ils vont peut-être faire un peu le rôle d'arbitre dans cette division atlantique.
On va présenter quelques joueurs, notamment Jack, donc tu disais le DPS américain, qui est la grosse star américaine de toute façon, qui est très fort sur Genji et sur Soldat 76. Il y en a un autre aussi, qui est Linkzer, qui est un autre DPS, qui est finlandais et qui était lui un peu la tête de proue de l'équipe Giganti qui a remporté les Contenders Europe saison 2. Et c'est un bon duo puisque chacun est spécialisé, l'un dans les projectiles et l'autre dans les hitscans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas mal d'avoir un peu cette cohésion et cette synergie entre joueurs DPS. Oui, après, il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que Lynx, il est capable de passer hitscan avec sa Widow, et Jack est capable de passer des projectiles avec son Genji. Donc ils ont quand même une complémentarité. En cas de sous-performance de l'un, l'autre peut prendre un pic de hitscan pour assurer le constant DPS, et l'autre se reposer un petit peu plus sur le projectile. Enfin, les deux joueurs, il y a une belle synergie à avoir. C'est des joueurs très charismatiques, qui sont très sympas à regarder. Donc ça peut être très intéressant. C'est un duo qui peut être vraiment sympa. Ouais, donc les Houston Outlaws, petit poil à gratter dans cette division. Équipe suivante, alors là on s'attaque à du gros puisque ce sont les London Spitfire, donc c'est la seule équipe qui représente une ville européenne dans cette Overwatch League saison 1 et qui sont détenus par la structure Cloud9 qui est une structure de gaming e-sport très connue. Et alors ils sont pas embêtés puisqu'ils ont fait une sorte de mix des deux meilleures équipes coréennes, donc les Kongdu Pantera qui sont devenus les Cloud9 Kongdu avant de devenir après être Kongdu Pantera, et JC Busan. JC Busan c'est encore meilleur, c'est vainqueur de l'Apex. L'Apex c'est le championnat coréen, Apex saison 4, et la PAC qui est le championnat chinois 2017. Donc là on a globalement une sorte de mix des deux meilleures équipes coréennes dans la même équipe, les London Spitfire. Ouais, et puis c'était intéressant parce que pendant les matchs de pré-saison, les équipes étaient obligées de faire jouer tous les joueurs, et eux ils se sont pas embêtés. D'un seul coup, quand on voyait faire les remplacements, ils prenaient les 6 d'une équipe et ils les remplaçaient à la place des 6 de l'autre. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Voir en saison comment ils vont faire, s'ils vont privilégier un roster et le changer par petites touches, ou alors s'ils vont vraiment faire deux blocs comme ça qui vont rester ensemble. C'est quelque chose d'intéressant. En pré-saison, c'était quand même assez décevant, je trouve. On les attendait vraiment dominants. Face aux Gladiators, la 3-2 dès le premier jour. Les Gladiators, c'était quand même pas l'équipe la plus forte sur le papier. Cette première défaite d'entrée a un peu surpris tout le monde. Ouais, très clairement, il y a eu un avant et après cette défaite. C'est peut-être la grosse surprise vraiment de la pré-saison, dans le sens où ils étaient annoncés avant la pré-saison comme étant les grands favoris de l'Overwatch League, l'équipe à battre, tout simplement parce qu'il y avait les vainqueurs de l'Apex, quoi. Et après, du coup, avec aussi, on en parlera tout à l'heure, mais avec Séoul qui a montré de très bonnes choses, très solides, ils restent dans le top tier, hein, il reste une équipe qui est à prendre et qui a un statut à défendre. Bien sûr. Mais bon, la pré-saison n'a pas montré de bons signes, même la deuxième victoire face au choc, face à San Francisco. Victoire 4-0, c'est quand même un peu mieux. Oui, mais c'est des maps où ils étaient pas non plus sereins, quoi. Moi, j'ai pas trouvé de bons signes. Faut pas oublier non plus que ça reste de la pré-saison. Certains joueurs découvrent la scène. Jouer sur scène, c'est pas du tout la même chose que jouer online chez soi. C'est des joueurs qui sont coréens tous et qui donc sont arrivés à Los Angeles pour jouer. En plus, il faut s'acclimater à tout ça. Les joueurs coréens, de manière générale, sortent assez peu pour jouer à l'international. C'est plutôt les équipes occidentales qui viennent jouer en Corée. Et là, pour eux, de sortir, de s'adapter à leur nouvelle vie, c'est peut-être quelque chose aussi. C'est peut-être ce qui explique cette première surprise face aux Gladiators. Il y a quand même quelques joueurs incontournables dans cette équipe. Profit, le DPS, Closer en heal, Gesture en tank. On peut dire que ça, c'est un peu la colonne vertébrale de cette équipe. Oui, là, c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont des superstars à tous les postes, et voilà quoi, il y a rien à dire, c'est carré, c'est incroyable. C'est ce qui se fait peut-être de mieux, ouais. Ouais, en fait c'est ça le truc, c'est que c'est les équipes coréennes, ça ne fait vraiment aucune erreur, et derrière voilà, c'est efficace, c'est intelligent, c'est impressionnant. Donc clairement Londres qui va être un gros favori de la division, peut-être même de tout le championnat. On va passer à une autre équipe qui également va faire peur sur le papier, ce sont les New York Excelsior, et c'est détenu par un autre grand mania du sport américain, parce qu'en l'occurrence c'est Jeff Wilpon, le propriétaire des New York Mets. Et là c'est pareil, c'est une équipe uniquement composée de joueurs coréens, en grande partie issus de l'équipe LW Blue,
qui ont fini 3e à l'Apex en saison 2, 5-6 à l'Apex saison 3. Ils ont un problème relatif dans leur effectif, c'est qu'il va manquer Flower, leur DPS, qui ne pourra pas jouer avant le mois de mai puisqu'il n'aura pas 18 ans. Et quel joueur. C'était, En plus. Ouais, c'est clairement, enfin, pour tous ceux qui ont vu la Coupe du Monde, Flower a tranché la France comme c'était vraiment incroyable. Enfin, c'est certainement, pour moi, c'est le meilleur joueur d'Overwatch du monde et bon, voilà quoi. C'est dommage qu'il soit pas encore là, mais il sera là pour la fin de saison. Il pourra peut-être aider son équipe à accéder aux playoffs et à performer en playoffs, peut-être. Et puis, il sera sûrement là en saison 2 aussi. Les performances en pré-saison, victoire 3-1, donc on l'avait vu face à Boston, et une défaite 3-1 face à Séoul. Ça, c'était le grand affrontement de cette intersaison. C'est un peu le match que tout le monde attendait. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu encore de cohésion, parce que pareil, voilà, c'est des joueurs qui ont dû s'exiler entre guillemets pour venir aux États-Unis. Maintenant, voilà, il y a quand même un effectif sur le papier qui est impressionnant. Oui, c'est une effectif qui compte beaucoup sur ses individualités, mais justement en pré-saison, on a senti que ça comptait trop dessus et qu'il n'y avait pas encore de corps et de collectif qui était vraiment mis en place. Comme pour Londres, c'est peut-être une question d'acclimatation, tout simplement. Voilà, mais bon, voilà, c'est très très fort. Il y a quand même des joueurs très très forts. Justement, tu peux nous le dire. Moi, je vois Pine, tout simplement, qui est peut-être la star de cette équipe. Oui, avec sa BLB, je dirais, mais Pine, c'est un Widow qui est vraiment très très fort. Il a une particularité, le joueur, c'est qu'il peut avoir un Winston ou une Diva sur le dos. Il va quand même réussir à faire les pics, il va quand même réussir à prendre une Tracer ou un Genji. Enfin, il est très 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 fort. Il a un il résiste bien aux attaques qu'on lui met, alors que justement, c'est ce qui est le plus dur quand tu es un DPS, et surtout une Widow qui, malgré son mouvement, est très fragile. Voilà, lui, il arrive à faire les plays malgré ça. Et tu l'as dit, c'est Bolby qui est aussi un gros DPS dans cette équipe. Oui, c'était le traceur de l'équipe coréenne pour la Coupe du Monde. C'est un joueur qui est très intelligent en fait, qui est pas le plus agressif, mais par contre qui est toujours derrière les tanks et les supports pour les ennuyer, qui est toujours là pour être le poil à gratter, et c'est vraiment un joueur qui est très agréable à voir, qui est très fluide. Et qui est un peu le leader de l'équipe. Gros duo de DPS, la Pine et Seye Bolby pour New York Excelsior, qui pareil comme Londres vont être les favoris de cette division. Ça va, je pense, jouer entre eux deux. Dernière équipe, on va avoir du mal à en parler, les Philadelphia Fusion, puisque ils n'ont pas joué la pré-saison. Ils ont invoqué des problèmes logistiques. On n'en a pas su plus. Il y a eu aussi cette histoire avec leur tank Sado, qui a été suspendu pour les 30 premiers matchs. Il avait fait du boosting, donc il a joué pour le compte d'un de ses amis pour le faire monter. Je ne sais même pas si c'était un de ses amis d'ailleurs. Je crois qu'il était payé pour faire ça. Ouais, il est payé pour jouer des comptes d'autres personnes, et comme ça, comme lui est plus fort que les gens que l'autre affronte théoriquement, normalement ça monte bien, ce qui est donc totalement interdit, et il a été suspendu par la Overwatch League, ce qui est à mon avis une bonne chose. Pendant les 30 premiers matchs, sachant que c'est 40 matchs au total, donc on le verra qu'à la fin. Cocorico dans cette équipe de Philadelphie, puisque le coach est français. Et oui, c'est Kirby. Et ouais, donc ça c'est cool, on va pouvoir voir un petit peu. Malheureusement, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus. C'est vrai que c'est une équipe sur le papier qui a de beaux noms, on va tout de suite les donner. Un Carp qui est en DPS, qui est pareil, qui a une Widow extrêmement précise, et si tu m'envoyais l'autre jour des highlights de son jeu où il tient sur Route 66 impeccablement le premier payload, c'est des gens comme ça qui sont capables de renverser un match, à voir si ça tient sur la distance. Oui, enfin Carpe, c'est vraiment, pour moi, c'est top 3 joueurs Overwatch aujourd'hui. C'est un joueur qui a l'avantage d'avoir déjà joué aux États-Unis. Il y a quelques joueurs comme ça coréens qui débarquent pas directement de la Corée, mais qui avaient déjà de l'expérience outre-Atlantique. Ce joueur-là a cet avantage-là. Il connaît bien les structures, il connaît un petit peu le genre d'organisation qu'il va y avoir avec les fusions. Il est très très fort, surtout lead scan, et c'est d'autant plus intéressant qu'il va être en combinaison avec Shadowburn, qui est l'autre star de cette équipe-là, qui est un joueur russe.
joueur russe qui est vraiment spectaculaire. Voilà, c'est un vétéran de la scène Overwatch. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est dessus. Voilà, il est leader de l'équipe russe à la Coupe du Monde 2 années de suite, qui est très connu pour son Genji à la base et qui aussi sur Pharah est très fort et qui a montré des trucs aussi très très forts. Et voilà, ce duo de DPS est à mon avis très explosif sur le papier et peut vraiment embêter les deux équipes coréennes. Les deux équipes coréennes. Tu allais dire un gros mot. C'est interdit. Londres et New York qui à mon avis peuvent se méfier de Philadelphie, qui peut être vraiment l'outsider de la division. Bah ouais, et puis surtout qui avance un peu caché puisque on ne les a toujours pas vus. Et nouveau cocorico pour les Philadelphia Fusion puisque Poco, le tank flex, est également un de nos petits Français. Ouais, il a entre guillemets une chance, c'est que justement Sado qui est suspendu pour les 3/4 de la saison, est aussi un tank. Et donc du coup il n'y a plus que 3 prétendants dans le roster pour 2 places de tank. Alors il y a Fradji qui est le main tank qui lui est incontestable. Mais par contre, il va pouvoir se battre pour un slot de tank flex, donc de tank un peu des mi-tank, mi-DPS, avec Hotba, le joueur coréen. Donc ça, c'est un truc intéressant. Quelque chose qu'on n'a pas dit sur les fusions, c'est que très clairement, ils ont pas pu faire la pré-saison, mais ils n'ont pas pu non plus faire des scrim match contre les autres équipes. Il faut savoir que toutes les équipes, au-delà de ce qu'on a pu voir durant la pré-saison, se jouent quotidiennement les unes contre les autres. Et Fusion n'a pas pu faire ça, donc ils vont avoir très clairement un peu de retard, saisir sur les mécaniques du jeu, en tout cas à ce niveau-là. Ils ont évidemment regardé, j'imagine, mais c'est pas la même chose de les vivre et de les jouer, de les mettre en place. Moi, j'essaye depuis que je regarde l'Overwatch League pré-saison, j'essaie de faire pareil dans mes parties, mais c'est pas facile. Donc, non, mais on peut les attendre en fin de saison, je pense. D'ici le stage 3 ou 4, là, on peut vraiment imaginer Philadelphia surprendre des équipes. Ouais, voilà pour les Philadelphia Fusion et voilà pour nos 6 premières équipes de cette division atlantique. On va les rappeler: Boston Uprising, Florida Mayhem, London Spitfire, les Houston Outlaws, New York Excelsior et Philadelphia Fusion. On va tout de suite passer à la division Pacifique. Capture the objective. Allez hop, on se lance à l'attaque de l'objectif avec tout de suite la première équipe de cette division Pacifique, les Dallas Fuel, qui sont les anciens joueurs d'NBS, un roster très expérimenté. Il y a 4 joueurs qui jouent ensemble depuis avril 2016 et qui sont les seuls occidentaux à avoir remporté l'Apex saison 1. Ils ont aussi gagné la saison 1 des Contenders nord-américaines. Est-ce que c'est le meilleur roster non coréen d'après toi ? C'est difficile à dire. Ils ont une équipe qui a beaucoup d'expérience. Et c'est leur grande force. Ils ont des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Par contre, en termes de talent pur, je pense qu'ils ont un plafond de verre un petit peu plus élevé un peu plus bas que Sunset Zone's équipe. Je les vois pas comme favoris vraiment. J'ai du mal à les imaginer comme favoris à cause parce que la division est très chargée. Aussi, mais voilà, je pense que c'est un top 3 de la division et ils peuvent se qualifier pour les playoffs largement. En tout cas, s'ils se qualifient pas pour les playoffs, ce serait une déception. Ce sera clairement un échec. Leur performance de pré-saison, c'est 3-2 face à Outlaws. Ça, on l'avait dit, c'était un petit peu une surprise dans le résultat puisque les Outlaws étaient quand même censés être moins forts. Et une victoire 3-1 face au Mayhem de Floride. C'est pareil. Bon, là, c'était un peu plus solide, mais voilà, il y a quand même cette défaite. Sur le papier, c'était un choc. Hein. C'était les vainqueurs des Contenders NA contre les Mayhem. C'était la grosse rivalité Europe-Nord-Amérique. C'est une équipe qui a une particularité. C'est ils jouent souvent avec 3 healers. En tout cas, ils ont commencé les matchs de pré-saison avec 3 healers, à voir s'ils continuent comme ça, avec donc un healer flex qui peut passer sur DPS ou tank. C'est Harry Hook qui est un support DPS. C'est assez rare de voir à ce niveau-là des joueurs mais pourquoi pas. flex comme ça. Mais voilà, ça peut être intéressant. On sait que maintenant la méta est plus trop tank, mais il y a encore un an et demi, c'était une méta qui était très portée sur les tanks, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une palette de healers très importante.
Il y a quelques joueurs très connus dans cette équipe. Et alors c'est pas forcément pourtant les titulaires, puisqu'en l'occurrence t'as Seagull, le DPS, qui est un joueur hyper populaire dans la communauté Overwatch. Il y en a un autre, on va en parler un tout petit peu, c'est XQC, le Canadien, qui nous a fait un petit craquage là, après la pré-saison, qui s'est mis à throw des games, donc à perdre intentionnellement avec son compte. Et ça, c'est interdit par Tonton Blizzard. On n'a pas le droit de faire exprès de perdre. Et son compte principal a été suspendu. On ne sait pas s'il va pas être un petit peu puni en Overwatch League aussi. Oui, c'est pas la première fois qu'il fait ça. XQC En est plus. connu pour ça. C'est un streamer qui est très connu parce qu'il a tendance un petit peu à troller pendant ses streams. Bah, il a fait un peu exprès, moi je pense. Mais bon. Oui, non mais oui, il a été. D'ailleurs, c'était le troll ultime, c'est qu'il avait été élu MVP de La Coupe du Monde, oui, parce qu'il y a une grosse communauté que ça se faisait au vote des spectateurs. Voilà, oui. Donc bon, c'est un joueur qui reste populaire, il faut pas qu'il soit toxique. Et là, à l'heure où on parle, il a posté dans Ouais, la il a journée fait une vidéo d'excuses dans laquelle il dit c'est pas moi, c'est pas l'équipe qui m'a dit, c'est moi qui parle, c'est pas mes représentants, blabla. Bon, moi je trouve ça fait un peu sale gosse, mais ce n'est que mon avis. Il y a Non, un mais autre faut voir, joueur. ces gens-là découvrent le monde D'accord. professionnel un peu plus cadré, c'est-à-dire que bon, Il habite au Canada, je veux dire, c'est quand même pas non plus l'autre bout du monde pour lui, les États-Unis, et c'est une mentalité qu'il connaît, et c'est pareil, moi je pense qu'il Non, en mais joue un peu, mais bon. C'est-à-dire que je parlais plus de la dimension, c'est-à-dire qu'avant, l'e-sport de Overwatch prend une nouvelle dimension avec l'Overwatch League très Ouais, clairement. d'accord. Et du coup, les joueurs sont plus scrutés, il y a un côté un peu plus professionnel, le sport traditionnel, et qu'il faut peut-être encore, voilà, il leur faut de la maturité pour plus se contrôler et être un peu plus professionnel dans l'attitude, quoi. C'est très marrant parce qu'à l'inverse, dans cette équipe, il y a peut-être le joueur le plus gentil, en tout cas qui a l'air le plus sympa de toute cette Overwatch League, c'est Mickey, qui est thaïlandais, si je dis pas de bêtises, et C'est ça, ouais. qui était un des meilleurs tanks flex de la ligue, et je dis hyper sympa parce qu'en fait, ils ont fait une petite vidéo, entre autres, il y avait aussi une vidéo de présentation qu'a fait Blizzard au moment de la présentation des joueurs, et il est tout le temps en train de sourire, et il est tout le temps en train de dire, moi ce que je fais, je kiffe trop ma vie, c'est trop sympa, j'adore faire ça, j'ai toujours voulu faire ça. Et ben, ça tranche un peu avec XQC justement. Ouais, c'est très marrant de les voir. Ils ont joué ensemble sur la scène en même moment pendant Overwatch League. C'est un petit peu bizarre de voir les deux personnages contrastés. Là, on a un peu tout le scope du e-athlète Overwatch. Et c'est assez rigolo. J'aimerais bien être une petite souris, voir comment ça se passe Bah ouais, pendant moi les scrimmages à l'entraînement. Je les imagine pas du tout en fait vivre Non, ensemble. et puis Mickey, on l'avait vu pendant la Coupe du Monde, hyper sympa quand ils avaient été battus par la France. Oui, Hyper c'était il y a 2 sympa, ans. il Ouais. avait toujours le sourire, il allait féliciter tout le monde. Non, c'est vraiment un mec qui a l'air cool et qui du coup, bah voilà, que les gens peuvent avoir envie de suivre aussi. Voilà pour les Fuel, on passe à la première des équipes de Los Angeles, puisque vous allez voir, il y en a deux. Les Gladiators, alors c'est une équipe qui est détenue par Stan Kroenke et son fils Josh. Eux, ils ont à peu près une équipe de sport dans tous les sports du monde, puisqu'ils ont les Rams de Los Angeles en football américain, ils ont l'Avalanche du Colorado en hockey, les Nuggets de Denver en basket, Arsenal, le club de foot aussi. Et c'est une équipe qui a été formée un petit peu comme d'autres par beaucoup de recrues dans différentes équipes qui existaient déjà. Counter Logic Gaming, Giganti entre autres. C'est une équipe qui est un petit peu formée pas de briques et de broc, ce serait insultant pour eux, mais qui vient d'un peu de partout. Oui, c'est comme les équipes. Il y a 2 catégories d'équipes. Il y a celles qui sont des rosters qui ont déjà de l'expérience, et puis il y a celles qui viennent de se construire. Ouais. Pour celles qui se construisent, l'objectif dans un premier temps, c'est de prendre de l'expérience et de s'apprendre à se connaître. Voilà. C'est une équipe qui a quand même montré des bons signes dès le début, puisqu'ils ont fait la surprise en La battant les surprise de Spitfire. l'année, ouais. Enfin, de l'année, puisqu'il n'y avait pas eu d'autres matchs. Donc c'est la surprise de l'année, c'est la victoire 3-2 face à Londres. Ouais, et ça montre quand même que bon voilà, on est face à des joueurs qui sont intelligents et intéressants. Il y a quand même du talent, on en parlera. À noter, un peu comme les Mayhem, on a une petite interrogation sur le nombre de joueurs. Ils sont que 7 dans l'effectif. Ils ont que un DPS remplaçant, mais sinon il y a que 2 tanks et 2 supports. Donc ça peut être aussi une interrogation en début de saison, voir dans quelle mesure ils sont capables de s'adapter face à différentes compos sur les différentes maps, des choses comme ça. Ouais, mais justement, ça va peut-être les forcer à faire le pas rapidement. À l'inverse de ce qu'on disait avec le Mayhem de Floride, c'est que le Mayhem, ils jouent déjà ensemble, donc ils se connaissent. Eux, ils vont être obligés de s'adapter à ce qu'ils ont et ce qu'ils voient qu'ils peuvent faire ou pas, et ça va peut-être les forcer à s'adapter encore plus vite. Ouais, en tout cas, je trouve.
Après, ils ont quand même des joueurs très très forts, on peut en C'est parler. ça, ouais. Bah, alors justement, il y a un duo de DPS que j'adore, qui est Surfour et Hydration. Hydration qui est brésilien. Les deux, moi j'adore. Il y a cette bonne complémentarité Hitscan Projectile dont on parle souvent depuis le début de ce podcast. Et bah voilà, c'est des mecs qui ont pas encore forcément tous les automatismes, mais qui ont un potentiel, je trouve. C'est peut-être l'équipe qui, moi je trouve sur le papier, qui peut progresser le plus par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Oui, Hydration, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un joker offensif dans le sens où il y a quand même Asher qui est devant lui, qui est à mon avis le meilleur DPS de leur équipe. Mais Hydration est capable sur certaines maps, sur certaines dispositions d'être très intéressant en joker en arrivant en 7ème homme et voilà. Ça peut donner un petit coup de dynamisme, c'est très intéressant. Ça peut être ce remplaçant que tu fais rentrer à la fin du match et qui va planter un but alors que tout le monde est fatigué. Ouais, il a un rôle sympa. Il y a Chaz aussi, le support. Chaz, j'ai regardé un petit peu ses stats. Il a joué 10 tournois en pro, il a 10 victoires, donc c'est bien. Il sait de quoi il parle. Notamment, donc pas que des petits tournois, parce qu'il y a quelques tournois nationaux, mais il y a aussi les Contenders européens saison 1 avec Giganti. C'est lui qui avait gagné, donc lui c'est un joueur qui a de l'expérience et qui va peut-être pouvoir amener cette culture de la victoire chez les Gladiators. C'est la première équipe de Los Angeles, j'allais dire, puisque il y a la deuxième dont on va tout de suite parler et qui va particulièrement nous intéresser en France, puisque ce sont les Los Angeles Valiant. En gros, eux, c'est la structure de l'équipe Immortals qui avait gagné la saison 0 des Contenders avant d'être battu par Rogue, l'équipe française l'année suivante. Et justement, ils ont eu des bonnes idées en étant battus par Rogue, puisqu'ils ont recruté 2 joueurs français, Unco et Soon. Et ça, c'est un petit peu l'équipe que je pense tous les Français vont suivre par défaut. Bah oui, parce que du coup l'équipe de France c'était les Rogues qui étaient composés de 6 joueurs français. Malheureusement, ils n'ont pas eu de slot pour le Overwatch League, donc l'équipe a disband. Et Soon et Unco qui sont peut-être qui étaient les plus en vue au niveau international, peut-être, je sais pas si c'était vraiment les meilleurs joueurs de l'équipe, mais en tout cas c'était les 2 plus connus, ont logiquement trouvé preneur, tous les 2 chez les Valiant. Tant mieux, c'est sympa. Une très bonne idée pour les Valiant parce que c'est une équipe qui manque d'expérience, qui ont des très jeunes joueurs, qui n'ont pas fait beaucoup de compétitions sur scène. Unco et Soon, c'est quand même des joueurs qui font du e-sport depuis Shootmania, donc ça fait quand même quelques années qu'ils écument les scènes et les LAN. Donc voilà, c'est 2 joueurs qui peuvent être très intéressants. A priori, ils seraient titulaires. Oui, ça a l'air d'être le cas, ce qu'on a vu en pré-saison en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. Justement, et puis en plus, du coup, en pré-saison, on a vu leur score rapidement, c'est 3-2 face au Choc de San Francisco, 3-1 dans le derby face aux Gladiators. Ça, c'était d'ailleurs, j'ai remarqué, petit instant cocorico encore une fois, la seule map qu'ils ont perdue, c'est quand Soon et Unco étaient remplaçants. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, je donne des idées à Noah Winston, le jeune CEO de cette équipe. Oui, très clairement. Et Unco en plus sur les Gladiators a fait un move absolument génial fantastique avec son Zenyatta d'aller shooter la traceur, la Widow qui traînait sur Dorado. En passant juste après le premier point du payload. Un move magnifique, personne ne l'a vu venir et paf, la Widow qui permet du coup à l'équipe de temporiser et de faire le full hold sur le premier point à Dorado, ce qui est quand même vraiment pas facile. Enfin voilà, c'est là où on voit directement Unco l'expérience et qui arrive et qui est capable d'être clutch tout de suite quoi. C'est là où on voit ils sont très très forts les 2 joueurs français. Alors typiquement les joueurs qu'on veut suivre dans cette équipe, ça va être Unco et Soon. Unco donc le heal et Soon le DPS qui a un bon roster de héros, notamment Tracer, Widow, McCree. Il est capable d'être performant sur cela et c'est les héros les plus en vue en ce moment. Toi, t'as bien aimé. Le problème de Soon, c'est qu'il va devoir quand même montrer qu'il sait pas jouer que Tracer. Parce qu'avec les Rogues, il jouait quand même 99% du temps Tracer. J'ai regardé les stats l'autre jour, c'est ridicule. Il a joué 13 minutes un autre perso. Sinon, il a joué que Tracer. C'est ça. Et on l'a vu en Overwatch League jouer notamment sur la nouvelle map. J'ai perdu son nom, excuse-moi. La dernière, c'est Horizon. Non, c'est celle de Junkrat, c'est là en Australie. Ah pardon, Junkerton, excuse-moi. Sur Junkerton, on l'a vu jouer Widowmaker. Ouais. Et plutôt à droit, c'était plutôt cool. On sait qu'il avait déclaré qu'il ne jouait pas que Tracer et qu'il en avait marre un petit peu d'être catalogué comme Tracer. Donc, après, il est quand même bon avec, donc c'est quand même
c'est pas non plus un mal qui joue Tracer. Ça, je veux dire, Non, mais personne va s'en on plaindre. sait on sait que dans une méta qui est très ouverte, où il y a de plus en plus de héros qui sont qui sont très méta, donc ça peut être aussi pour lui bénéfique de montrer que voilà, il n'a pas que Tracer et qu'il est capable d'être performant sur d'autres persos. Toi, tu m'avais dit que tu avais bien aimé Silk Trade aussi, qui est Oui, un remplaçant intéressant. C'est une révélation parce que c'est un joueur qui est assez peu connu sur l'Overwatch e-sport. Il avait jamais fait de scène. C'était la première fois qu'il faisait un match sur scène. Et on l'a vu en tant que remplaçant notamment sur les maps contrôle, où il a été vraiment très intéressant sur son Genji. Il a été capable de faire des lames du dragon vraiment clutch et Ce qui est pas facile. non, pas toujours. Non, on l'a vu, on a vu des Genji essayer et se faire détruire tout de suite. Et là, c'est un joueur qui sort un peu de nulle part, qui est intéressant, qui peut être une des révélations, peut-être un des meilleurs remplaçants, potentiellement. En tout cas, c'est un joueur que j'aime bien, un petit chouchou. On espère, s'il y a un trophée du 7e homme à la fin de la saison, on espère que c'est lui qui l'aura. Voilà pour cette équipe. Il y a aussi un dernier truc à dire, c'est qu'ils n'avaient pas Agilities, qui est leur tank. Si je dis pas de bêtises, dans la pré-saison, puisqu'il était trop jeune. Équipe suivante, San Francisco Shock, une structure détenue par... DPS Agilities. J'ai dit tank, pardon, oui, c'est ma faute. Ouais, c'est DPS. Donc les San Francisco Shock détenus par Energy Esport. Alors eux, pour le coup, c'est Energy Esport, mais ils ont complètement changé leur roster au moment de l'Overwatch League. Il y a juste ADD QD qui est resté comme DPS. Et ils vont avoir deux jeunes joueurs en plus qui vont les rejoindre en cours de saison, qui sont Super et Sinatra, qui étaient deux joueurs de l'équipe américaine à la Coupe du Monde. C'est une équipe qui est forcément pas attendue donc très haut, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et qu'il y en a qui vont arriver plus tard. Mais bon, voilà, on a vu quand même quelques performances intéressantes pendant la pré-saison, notamment une victoire face au Mayhem le premier jour. À savoir qu'ils ont fait 3 matchs puisqu'ils ont remplacé Philadelphie qui jouait pas. Après, c'était plus dur, défaite 3-2 face au Valiant et défaite 4-0 face au Dynasty. Bon, voilà, malheureusement pour eux, c'était un peu ce qui était attendu. Non, c'est une équipe qui a besoin d'expérience. Il y a des joueurs, voilà, comme tu disais, il y a 2 joueurs qui ont 17 ans. Il y a Eddie QD qui est un petit peu plus vieux, mais bon, quand tu as 2 joueurs de 17 ans sur une équipe où il n'y en a que 9, forcément, derrière, il va falloir... c'est ça, il faut des leaders. Ils ont quand même, les Mayhem n'ont pas du tout été performants pré-saison, à voir ce que ça a donné en saison régulière, mais ils ont quand même réussi à les battre, c'est déjà ça, c'était leur première c'est bien, c'est voilà, encore une fois le deuxième match 3-2 face au Valiant, ils ont enchaîné les 2 matchs en plus physiquement, c'est-à-dire qu'ils sont restés, ils ont joué le match suivant, donc c'était pas facile. Quel joueur? Alors moi j'ai retenu un joueur sympa dans cette équipe, c'est Baby Bay, qui est un DPS flex. Et qui, moi, j'ai notamment retenu ses performances avec Widow pendant la pré-saison, qu'il a fait quelques plays assez sympas. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire dans cette équipe, puisque, encore une fois, leur roster va beaucoup évoluer avec les arrivées de Super et Sinatra. Et je suis désolé de leur dire que c'est probablement pas les favoris de cette division, ni de cette ligue en général. Non, ils ont quand même un joueur qui est quand même très expérimenté, qui est référencé sur la scène e-sport, c'est IDDQD, comme tu disais, qui est du coup le seul joueur qui est resté de Energy e-sport. Et c'est quand même un joueur suédois, si je dis pas de bêtises, qui est très qui est très solide, qui était comment on dit, il assurait la sécurité dans un supermarché avant de se mettre à Overwatch, j'ai lu ça. Je savais pas du tout. Voilà, mais ouais, c'est un vétéran de la scène e-sport. Ça fait super longtemps qu'on le voit tourner. Et, voilà, c'est un joueur qui a des références et qu'on connaît pour sa qualité et qui en plus a un rôle de mentor dans l'équipe. Ah oui, clairement, c'est lui qui va devoir être un peu le papa de cette équipe. Bon, alors là, on arrive au gros morceau de cette Overwatch League, à savoir les Seoul Dynasty. Donc les Seoul Dynasty, qui sont la seule équipe qui représente une ville coréenne, puisque vous l'avez compris, il y a des rosters avec uniquement des joueurs coréens. Eux, c'est le cas aussi, mais eux, en plus, représentent la ville de Séoul. La structure e-sport derrière eux, c'est KSV, et ils ont une grande majorité de leurs joueurs qui sont issus de l'équipe Lunatic Eye. Lunatic Eye, c'était une énorme référence en Corée, puisqu'ils ont gagné les saisons 2 et 3 de l'Apex. On va pas se mentir, le Go, c'est les favoris de cette Overwatch League. Bah oui, alors on attendait peut-être plus Londres en début de pré-saison, mais en fin de pré-saison, très clairement, c'est Séoul qui a été les plus impressionnants. Une équipe qui est absolument
incroyable par sa structure, par son organisation, par sa. Les Voilà, mécaniques de jeu sont maîtrisées à la perfection, et ce qui est souvent, Ouais, ouais. ce qui est souvent le cas, mais même dans d'autres sports pour des équipes coréennes. Eux, là, c'est vraiment du très très haut niveau. Rapidement, leur pré-saison, ils ont fait 3 matchs aussi, parce qu'ils ont remplacé également Philadelphie sur un match. Donc, ils ont gagné 4-0 face à Shanghai dès le premier jour, ça c'était fait. Victoire 2-1 face à Outlaws. Donc, ça, on l'a dit, c'était un peu étonnant dans la mesure où Outlaws a bien résisté. Et à la fin, surtout, c'était l'affrontement un peu All-Star Game, 3-1 face à New York Excelsior. Est-ce que ça serait pas un petit peu une preview de l'éventuelle finale? Pourquoi pas? Bah alors, faut pas oublier Londres quand même. Non, mais bon, c'est voilà, clair c'est une possibilité. là, en tout cas, pour la division entre Séoul et non, quoique non, j'ai dit une bêtise, ils sont pas dans la même division, mais non, Non, Séoul. eux Enfin, doivent voilà, gagner leur division haut la main. Si ils sont pas premiers de la division, c'est une catastrophe. Enfin, pour eux, ce serait Ce serait une une très grosse grosse déception. déception. Très Oui, c'est clairement. une très grosse déception. En tout cas, de ce qu'on connaît, de ce qu'a déjà fait cette équipe en Apex. Attention, en saison 4, ils avaient peut-être un petit peu sous-performé, on les attendait plus forts. Mais, Ouais. mais entre ce qu'ils ont montré déjà et puis pendant la pré-saison, très clairement, enfin, c'est l'équipe qui est incroyable, là, qui est très très forte. C'est un bloc, hein. Franchement, c'est très difficile de passer. Ils se connaissent par cœur, les joueurs sont. En fait, ce qui est le plus marquant, c'est leur positionnement. Il n'y a aucune Ah erreur bah, de tout le monde sait positionnement. où est tout le monde à chaque fois en fait. À force d'avoir évolué ensemble, ils savent par cœur où sont les autres. Ils ont même pas besoin de regarder. Donc c'est impressionnant. On peut donner. Il y a tellement de noms à donner dans cette équipe. On va en donner quelques-uns. Pour une fois, on va parler d'un support, Ryo Jeong, qui est alors certes un support, mais qui est peut-être le joueur le plus complet de toute cette Overwatch League, puisqu'il est capable de jouer Soldier, il est capable de jouer Mei, il est capable de jouer Sombra, il peut faire solo heal s'il veut avec une Anna, il n'y a pas de problème. C'est le joueur, peut-être le meilleur joueur de cette Overwatch League. Bah, le meilleur, je sais pas, le plus complet, ça c'est sûr. Enfin, il a et en plus d'être talentueux, c'est l'âme de cette équipe, hein. C'est le capitaine, c'est lui qui Ah oui, lead, c'est le qui fait capitaine, les c'est calls. donné, ça c'est déjà dit. Enfin, il est vraiment très impressionnant. Enfin, même quand on voit le joueur en soi, quand il arrive sur scène, il a une sérénité, il a l'air, enfin vraiment, ce Bah, joueur est il est très fait pour impressionnant. ça, ouais, c'est sûr. Ouais, très clairement, ouais. Et en plus, enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur duo de healer parce qu'en plus, à côté de lui, il a Toby, qui est un excellent healer aussi, qu'on a vu aussi sortir du Torbjorn sur l'Ombani, et ça, c'était très rigolo. Voilà, Et, donc ça c'est pareil, c'est des trucs que même les équipes expérimentées sont pas capables de sortir au pied levé parce qu'il faut l'avoir mis en place, il faut l'avoir pensé, il faut l'avoir expérimenté. Et eux, avec toute l'expérience qu'ils ont, ils sont capables de sortir bah voilà, exactement Torbjorn. Toi, quand tu joues en solo queue, oui, ça peut être sympa, mais à ce niveau-là, normalement, ça passe pas du tout. Et là, ça passait assez bien. On peut donner Fleta en DPS au moment du match contre Shanghai, le premier match, il a complètement pris le dessus sur son adversaire, Dia en l'occurrence. Et c'est pareil, c'est un mec qui est capable d'aller étouffer le DPS adverse. C'est aussi ce qu'on demande un peu du DPS de l'équipe. Miro aussi, qui est un tank, pareil, qui met une pression. En fait, cette équipe-là, c'est un rouleau compresseur. Ils vont systématiquement aller chercher les mecs en face. Et comme ils savent très bien où eux sont derrière, ils n'ont pas besoin de se surveiller. Tout le monde tient tout le monde. Et en face, c'est très dur à tenir. bah, quand on a des healers de la qualité de Rojong et de Toby, bah, derrière, c'est beaucoup Ah plus bah simple ouais, pour en tout plus, le reste de l'équipe. t'es confiant, tu fonces dans le tas, tu sais que tu mourras Ouais, pas. Enfin, mais c'est ça. Et Miro, qui est en plus un des top tanks du jeu, bah voilà, lui derrière, il est capable de mettre la pression très très fort sur les défenses adverses. On l'a vu très très fort sur Orisa, très fort sur Winston. Enfin, voilà, il est dans l'agression perpétuellement et bah derrière, voilà, il est serein. Ça qui est serein, qui grâce à ses supports peut tranquillement se focus sur la défense, sur l'attaque adverse et voilà, c'est un très très beau joueur aussi, hein. Ouais, bon, bah, de toute façon, Seoul Dynasty, on l'a dit, hein, c'est clairement le favori, je pense, de cette première saison. Une dernière équipe, les Shanghai Dragons, qui sont donc l'équipe qui représente la Chine. D'ailleurs, c'est la seule équipe chinoise aussi de cette Overwatch League. La structure, c'est NetEase. C'est pas pour le coup, c'est pas une équipe e-gaming. C'est une compagnie chinoise de distribution de jeux, notamment des jeux Blizzard en Chine. Et alors là, c'est pareil, c'est une sorte d'équipe de All-Star chinoise avec beaucoup de joueurs de LGD Gaming. Et alors c'est étonnant parce qu'au moment où ils ont fait cette équipe, tout le monde s'attendait à ce qu'ils choisissent des joueurs de Miraculous Youngster, qui était un peu l'équipe numéro 1 en Chine, qui avait beaucoup de joueurs pareil qui représentaient les joueurs à la Coupe du Monde. Et finalement, on a pris LGD Gaming avec des joueurs comme Altering ou Undead. Ça, alors ça a fait un tollé, non, mais c'était une petite surprise quand même. Oui, les Chinois, ils sont un petit peu dans leur monde, hein, dans l'e-sport. Ils étaient vraiment ils avaient leur propre ligue à eux, donc c'est des joueurs qui sont quand même
pas très connus au niveau Non, international. c'est sûr. On les connaît pas très bien. On les a un petit peu découverts pendant cette pré-saison et puis aussi un petit peu pendant la Coupe du Monde. Mais c'est clair que c'est un petit peu surpris quand même on attendait les Chinois prendre tout simplement la meilleure équipe, les Mercedes Young Stars, et il y en a zéro. Donc attends, C'est on comme va ça. voir. Ouais, peut-être plus tard. Les performances en pré-saison, défaite 4-0 contre Séoul, ça fait mal. Et défaite 3-2 contre Boston aussi, qui était peut-être un match plus à leur portée. Ouais, il y a un match qui était prenable, hein. Franchement, ils ont fait des très bonnes performances. Ils ont su innover un petit peu. C'est généralement ce qu'on voit des Coréens qui sont capables de casser la méta et d'inventer des choses sur des matchs improbables. Ils ont réussi à leur moindre mesure à faire ça, notamment sur Horizon, où ils ont pu défendre le point de manière assez curieuse en hauteur, mais ça a marché. Enfin, c'est peut-être Ça eux a qui ont. surpris un peu peut-être en face aussi. Ouais, ils ont tenu le premier point pendant je crois, c'est une éternité. Enfin, je me demande s'ils ont pas fait Pourtant, un n'est full pas hold. facile dans cette map. Toi-même, Non, tu non, sais. non, non. Non, c'est peut-être le point le plus facile à prendre de tout le jeu, C'est le clair. premier point Surtout quand on voit de certaines l'horizon. équipes qu'on voit juste une sombra derrière et puis hop, c'est parti, tu la prends sans que personne ne revienne. Bon, bref. Mais non, très clairement, c'est une équipe qu'on n'attend pas au top niveau, mais qui quand même, moi, m'a surpris face à Boston. Face à Séoul, très clairement, Face c'était à un no Séoul, il match. n'y avait rien à Mais, faire, hein, de toute façon. mais face à Boston, on se dit cette équipe-là va peut-être pas être non plus tout en bas du classement. Elle Peut-être peut, pas dernier, ils pourront peut-être finir 5e sur 6. mais Devant elle San peut être un Francisco. poil à gratter, à Ouais, voir ouais, ce on va voir. qu'ils font. Rapidement, du coup, quelques joueurs. Moi, j'en parlais tout à l'heure, là, mais Dia, le DPS, qui a une belle palette. Hein, il a joué 8 héros en pré-saison, c'est pas anodin. Et avec Undead, ils ont une bonne complémentarité puisque chacun peut switcher de rôle avec l'autre. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de combinaison. Ouais, Dia quand même qui était le joueur le plus impressionnant des Shanghai Dragons. Très très fort sur les scans, très très fort sur projectile. Enfin, c'est la star de cette équipe, hein. C'est très clairement lui a un top niveau. C'est peut-être derrière que ça suit un petit peu moins, mais c'est un joueur qui est très spectaculaire. Quand les observateurs, de toute façon, le filment beaucoup quand c'est parti. L'autre DPS Undead, je l'ai trouvé un petit peu moins convaincant. C'est un joueur en fait qui peut être très très fort à certains moments, et on l'a vu clutch et gagner des teamfights à lui tout seul. Mais par contre, des fois, il peut être passé totalement à côté de son match ou de sa map, et on l'a vu notamment dans son contre Séoul se faire détruire tout le temps. Ouais, il a pris l'eau jamais été face à efficace. Fleta, c'était hyper compliqué. Ben voilà pour cette équipe des Shanghai Dragons, et voilà pour cette division Pacifique. On va rappeler très vite les équipes: les Dallas Fuel, les Los Angeles Gladiators et les Los Angeles Valiant. Ça nous promet des beaux affrontements entre les deux équipes de Los Angeles. Les San Francisco Shock, les Seoul Dynasty et les Shanghai Dragons pour les deux équipes asiatiques. On va finir mon petit logo avec un overtime. Et oui, c'est la fin bientôt du podcast. On finit en overtime comme en pleine partie. Alors, cet overtime qui va être un peu spécial puisque on va donner tout simplement nos pronostics pour la saison à venir. Je vais te demander ton top 3 de la division Atlantique, s'il te plaît. Alors, c'est pas facile. Je vais dire en troisième, je vais dire Boston Uprising, parce que je pense ça peut être une très bonne surprise. Ça peut être une équipe qui peut être très agaçante à jouer, et avec l'expérience a le talent pour être troisième. Je vais mettre en 2 les New York Excelsior, parce que ils sont quand même très forts, ils ont des individualités extrêmement fortes. C'est une équipe coréenne, full coréenne, donc on peut toujours s'en méfier. Et les London Spitfire en numéro 1. Pour les mêmes raisons. Et ils ont 12 joueurs et ils ont gagné l'Apex, et ils ont un palmarès fou. Enfin, ils ont un talent incroyable. Je mets juste peut-être en bonus Philadelphie, qui peut vraiment en fin de saison être très très fort. Je C'est pense. ton côté fanboy qui parle, mon petit logo. Peut-être que j'ai. Ne le nie pas. Moi, je vais faire très différent de toi. C'est pas vrai du tout. Je vais faire exactement la même chose, parce qu'en fait, je pense que Boston, pareil, peut être un bon troisième surprenant. Excelsior, en fait, qui est deuxième juste à cause de Spitfire, qui est meilleur qu'eux. Mais sinon, Excelsior aurait bien pu gagner cette division Atlantique. Côté Pacifique, je vais commencer du coup. J'aime bien là, comment t'as fait. Je vais donner mon troisième aussi. Moi, je vais mettre les Valiant en troisième. Et j'ai pas de raison. C'est juste qu'il y a 2 Français et que j'ai envie qu'ils soient troisième. En 2, Dallas Fuel. Dallas Fuel, on l'a dit. C'est quand même un gros roster avec plein de joueurs populaires et forts. Donc ça peut être fort. Et derrière, évidemment, Dynasty. Numéro 1, qu'est-ce que tu donnes?
Et j'ai donné exactement pareil. Hein, les Valiant. Ah, mais c'est bien, bravo. Je pense que Valiant, ils ont vraiment le talent pour être accrocheurs. Et je les vois en playoff. Et je les vois. C'est une équipe qui peut peut-être gagner une partie Un de la match, saison. ouais, ils peuvent peut-être gagner une phase. Ouais, je suis d'accord Ouais, avec toi. ouais, ils ont du talent, ils ont de l'expérience. C'est une équipe qui est très intéressante. Ils ont quand même 4 joueurs coréens dans le roster, hein, donc il y a quand même voilà, et du talent. Dallas, voilà, c'est une équipe qui a gagné les Contenders NA. Ils sont très forts, ils ont des joueurs d'horizon. Attention à voir, gérer XQC, on va voir si ça peut pas jouer sur l'entente de l'équipe. Oh, la c'est quand cohésion. même le seul joueur, et puis si vraiment c'est un problème, ils pourront toujours s'en séparer au moment de la période de Bah, de toute transfert. manière, ils ont juste à attendre qu'il fasse une connerie et Blizzard va Et le hop, suspendre. salut. Hein. Bien vu. Et alors une finale, un petit prono pour la finale. Ah pardon, je t'ai coupé, tu n'as pas donné ton numéro Bah non, 1 mais parce la que tu finale, allais donner c'est- non, autre mais chose c'est- que Dynasty, bien sûr. Oui, Dynasty, Non, ils sont très évidemment. forts. Hein. Ils sont, Et du coup, franchement, alors pour en le moment, ils finale, ont fait un sans faute. t'imagines qui des deux côtés? Bah, je vois Séoul Dynasty parce que je pense que c'est peut-être la division Pacifique qui est un petit peu plus faible que la Je trouve aussi, division c'est ce Atlantique. que j'allais te dire. Et je pense que là, il y a une ouverture. Alors attention, on est très tôt. Hein. C'est dans plusieurs mois les playoffs, donc on ne sait pas. Hein. Il peut y avoir des changements de hiérarchie. mais Et non, là, mais c'est le jeu aussi. Il faut se mouiller un petit peu, Logo. mais aujourd'hui, en tout cas, je mettrais les Seoul Dynasty sans problème dans leur en finale du côté Pacifique. Du côté Atlantique, je sais pas. Je pense que les Spitfire peuvent être devant. Je parle de New York, hein, bien sûr, devant New York. Mais New York, je pense qu'ils ont des individualités. Enfin, Pine et Sabi Albi. Sur ils un peuvent match les en surprendre. playoff, ouais, tu sais pas. Ouais, mais je mettrais quand même. Alors, juste pour donner une hiérarchie très claire, je mettrais quand même les London Spitfire, malgré les mauvais signes qu'ils ont montrés en pré-saison, je les mettrais quand même devant D'accord. et favoris en finale. Ouais, je suis d'accord, moi ce serait pareil. Ah, favori en finale, toi, carrément. Je pense que c'est une équipe qui, voilà, en tout cas sur ce qu'on a sur les derniers résultats, c'est une équipe qui était très très forte sur les moments très chauds. Ouais, c'est Et, vrai. et en plus, Mais le tu fait les de vois, sortir dans une- tu les vois résister à ce, comment ça s'appelle, à ce rouleau compresseur de Dynasty? ils ont un truc, c'est qu'ils ont une division qui est beaucoup plus dense et on le sait, hein, quand tu as une division plus dense, tu peux être derrière voir plus pareil face aux équipes un petit peu plus faibles. Peut-être que Qui sont Séoul des équipes va sous-jouer toute la saison à cause de ça. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je vois quand même Dynasty vainqueur de cette première saison. Pas facilement, mais aujourd'hui, c'est difficile de donner un autre résultat. Je sais pas ce que. Ouais, moi, je dis ça. Voilà, j'annonce. C'est déjà la fin. Mince, je suis trop déçu. C'était trop court. En fait, non, pas du tout. C'était très long, mais pas du. Mais vous avez adoré ça, je l'espère. Merci à tous. Merci à toi, Logo. Merci à TDA Media qui nous prête le studio. On peut se retrouver chaque semaine dans le Nerf 10 podcast. Alors, toutes les infos, c'est sur Twitter @Nerf10cast. Il n'y avait pas la place pour pod, donc c'est juste cast. @Nerf10cast. Sur SoundCloud aussi, vous aurez tous les épisodes. N'oubliez pas, l'Overwatch League, ça va commencer le 11 janvier à 1h du matin. Le premier match, c'est San Francisco contre LA Valiant. Et ben voilà, si vous voulez découvrir un petit peu ce sport, mais tout à fait, monsieur, ce sport, à ce moment-là, vous aurez en plus nos deux Français. Si vous voulez nous suivre sur Twitter, vous pouvez @stock_logo pour toi, stock STUCK comme coincé. C'est ça, stock logo pour toi, et pour moi c'est @RaoulVDG. Merci de nous avoir suivis, et alors très joyeux Noël pour ceux qui nous écoutent avant Noël, très bonne année pour ceux qui nous écoutent avant l'année prochaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite, je l'espère, dans Nerf 10 Podcast. Ciao. Ciao. Heroes never die.